On m'a demandé d'intervenir aujourd'hui sur les principes du procès équitable et je me permettrai avant tout d'ouvrir une parenthèse un instant puisqu'il a beaucoup été question du prix de thèse de la JUCAF pour souligner combien ce prix est prestigieux et combien ses lauréats sont brillants. Et sur ce point, comme je vous l'ai indiqué, la semaine dernière, un ancien lauréat du prix de thèse de la JUCAF qui a dû l'obtenir il y a 3-4 ans environ, vient d'être agrégé dans le cadre du CAMES, Gildas Nonou, un ami béninois qui a été reçu 3e à l'agrégation, et ce qui prouve à quel point la JUCAF a bien fait de sélectionner sa thèse pour son prix. Alors, pour en revenir au principe du procès équitable, je dois vous dire que j'ai beaucoup interrogé la base de données Juricaf et j'ai constaté effectivement sa richesse, si bien que j'ai relevé un grand nombre de décisions très intéressantes qui illustraient le thème retenu. Il m'a donc fallu sélectionner, et même s'il a été un peu difficile de faire cette sélection, j'ai retenu 3 arrêts dont je vais vous parler aujourd'hui. Un premier arrêt qui a été rendu par la Cour suprême du Niger, un deuxième arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation du Burkina Faso, et un troisième arrêt rendu, Monsieur le Président, par la Cour suprême du Bénin. Alors, le premier de ces 3 arrêts a donc été rendu par la Cour suprême du Niger le 7 décembre 2006. Les faits se déroulent au Niger, Niger qui a vécu une période très difficile en 2023, Niger où a eu lieu le congrès de la CIB en décembre 2022, CIB que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui. Un jugement a été rendu le 31 mars 2004 par le juge chargé des affaires civiles et coutumières de Difa. Difa, c'est une ville qui est au sud-est du Niger. Ce juge a donné acte de la prestation de serment coranique d'une partie et a dit qu'un domaine, qui était donc l'objet du litige, était la propriété de la famille de ce dernier. Ensuite est intervenu un deuxième jugement, le 7 janvier 2005, et le tribunal de Difa, statuant à la fois en matière coutumière et en cause d'appel, a confirmé le premier jugement. La partie perdante a alors formé un pourvoi en cassation. Elle a soulevé plusieurs moyens, et c'est le deuxième moyen qui va retenir notre attention. Cette partie invoquait la violation du double degré de juridiction, en ce qu'un même assesseur avait siégé en première instance et en appel. Pour bien comprendre le sens et la portée de ce moyen, il faut rappeler la substance de l'article 36 de la loi du 16 mars 1962 portant organisation et compétences des juridictions de la République du Niger. Cet article dispose que pour le jugement des affaires prévues à l'article 5, le juge de paix doit s'adjoindre 2 assesseurs représentant la coutume des parties. Et l'article 5, alinéa 4 de cette même loi, dispose qu'en matière coutumière, des assesseurs avec voix consultative complètent la Cour suprême, le tribunal de première instance et le juge de paix. En l'espèce, donc, un même assesseur avait siégé aussi bien en première instance qu'en appel. Et donc, la Cour suprême du Niger a jugé que cette irrégularité devait entraîner la nullité de la décision frappée de pourvoi. Du point de vue des sources du droit, cet arrêt est assez intéressant parce que la Cour suprême du Niger s'est référée donc dans son propre arrêt à la jurisprudence de la Cour de cassation française, un arrêt du 16 juillet 1991, si bien que sur ce point, les jurisprudences nigériennes et françaises se rejoignent. Et il faut observer que la Cour suprême du Niger, en cassant le jugement qui était soumis à son contrôle, a montré son attachement au principe d'impartialité, puisqu'elle a appliqué ce principe à des assesseurs ayant uniquement voix consultative. Le deuxième arrêt dont je voudrais vous parler nous amène au Burkina Faso. Au mois de septembre 2012, le tribunal de grande instance de Banfora avait condamné un prévenu à 18 mois de prison ferme pour escroquerie. Quelques mois plus tard, en 2013, ce même tribunal a été de nouveau saisi d'une affaire pénale qui concernait ce même prévenu. Et cette fois, c'était une citation à comparaître pour abus de confiance. Par requête,
le prévenu a demandé le dessaisissement de l'affaire et son renvoi au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Il fondait sa demande sur deux motifs distincts. D'une part, une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'égard du tribunal de grande instance de Banfora. D'autre part, subsidiairement, un renvoi pour une meilleure administration de la justice. Ces deux demandes, principales et subsidiaires, s'expliquent par le fait que l'article 642 du Code de procédure pénale burkinabé dispose que, en cas de rejet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la Cour peut cependant ordonner le renvoi dans l'intérêt d'une meilleure administration de la justice. Le prévenu prétendait que, dans la première affaire, la procédure aurait été expéditive et partiale et que le président du tribunal se serait fait corrompre. La chambre criminelle de la Cour de cassation du Burkina Faso a donc été saisie de cette requête et a statué par un arrêt du 26 novembre 2015. Sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, elle a énoncé que la suspicion ne reposait sur aucun élément pour la légitimer. À titre surabondant, elle a également énoncé que le président du tribunal n'était plus en poste au moment où le prévenu était cité à comparaître pour la seconde affaire. Néanmoins, la chambre criminelle a accueilli la demande subsidiaire présentée par le prévenu. Elle a ainsi énoncé : la charge médiatique de la première affaire va sans doute déteindre sur le traitement de la présente procédure si celle-ci est conduite par le tribunal de grande instance de Banfora. En conséquence, dans l'intérêt d'une meilleure administration de la justice, l'affaire a été renvoyée au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Personne ne s'étonnera qu'une telle décision ait été rendue au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Je voudrais maintenant parler d'un troisième acte. Monsieur le Président, à l'image de ma veste, qui est apparemment occidentale, mais qui est en réalité béninoise, je mène une double vie. Je suis avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation à Paris, et je sillonne l'Afrique francophone. J'apprécie nos points communs, le partage d'une même langue juridique et d'un droit qui est très proche, que l'on soit en France, en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale. J'apprécie également nos différences, car nous vivons des réalités très différentes les uns des autres. Lorsque j'ai recherché sur le site du RICAF des arrêts relatifs à l'impartialité, j'ai retrouvé à la fois des notions juridiques qui me sont familières, mais également des problématiques, des considérations factuelles qui sont parfaitement inédites en France. Je vais donc vous parler de ce troisième arrêt rendu par la Cour suprême du Bénin, et vous allez peut-être considérer que cette affaire ne présente pas d'intérêt particulier. Elle a néanmoins retenu mon attention. Bref, je prends le risque d'un hors-sujet et j'implore votre indulgence. La Chambre administrative de la Cour suprême du Bénin a donc rendu un arrêt le 1er décembre 2021. Le Bénin, là où s'est réunie la JUCAF au mois de juin 2022, comme l'a rappelé mon président. Le Bénin qui est si bien représenté par vous, président de la JUCAF. On pourrait résumer l'affaire ainsi. Le collectif des sages, notables et membres des associations de développement je suis désolé, je vais mal le prononcer, Windoji, a saisi la chambre administrative de la Cour suprême du Bénin en lui demandant de révoquer leur chef de village. Il lui faisait un certain nombre de griefs, en particulier celui d'être illettré, de ne savoir ni lire ni écrire le français. Il soutenait que la personnalité de ce chef de village mettait à mal la cohésion de la population du village. Enfin, il lui reprochait de ne faire preuve, dans l'exercice de ses fonctions, ni d'équité, ni d'impartialité.
Donc, on pourrait considérer que cet arrêt ne présente pas d'intérêt particulier du point de vue du procès équitable, puisque, dans cet arrêt, la Chambre administrative de la Cour suprême du Bénin s'est bornée à se déclarer incompétente pour connaître de ce recours. Elle a énoncé que l'initiative d'une telle procédure de révocation appartenait aux membres du conseil communal ou municipal. Mais, vous l'avez compris, à mon sens, cet arrêt doit tout de même retenir notre attention. En effet, les réalités ne sont pas les mêmes au Bénin et en France. Et les chefs de village, comme les chefs de quartier, sont des sortes de juges de proximité, compétents pour connaître un certain nombre de petits litiges. Ce n'est pas la justice étatique, mais ce que l'on pourrait qualifier, et je reprends là l'expression d'une consoeur guinéenne, de justice sous l'arbre. J'ai donc été très intéressé de constater que l'exigence d'impartialité, qui concerne traditionnellement les juges étatiques ou les arbitres, pouvait également être envisagée pour des chefs traditionnels. Pour l'anecdote, vous avez face à vous un notable, un membre de la chefferie du quartier B. Aligo, à Lomé. Et j'ai déjà, à ce titre, statué dans le cadre d'un jugement qui a été rendu le 15 février 2020. J'ai pu tirer de cette expérience le constat que les principes du procès équitable n'étaient pas toujours parfaitement respectés. Par exemple, la décision à laquelle je faisais référence ne contenait aucune motivation. Et je dois dire que si la décision de la chefferie était soumise au contrôle de la Cour de cassation ou de la Cour européenne des droits de l'homme, je pense qu'elle trouverait 2-3 choses à y redire. Au-delà de l'anecdote, la question de l'application des principes du procès équitable à cette justice traditionnelle est passionnante. Si, dans certains États, il existe une sorte de divorce entre la justice étatique et les justiciables, c'est parce que ces derniers ne se reconnaissent pas dans la première. La justice étatique est souvent considérée comme importée d'Occident, de sorte que beaucoup de justiciables considèrent qu'elle ne répond pas à leurs attentes. Aussi sont-ils conduits à s'en détourner et à s'orienter vers la justice traditionnelle. On peut s'interroger sur la possibilité de soumettre cette justice à des principes relevant du droit occidental. Le seul fait que la Chambre administrative de la Cour suprême du Bénin ait été saisie indique que certaines actions peuvent être envisagées en ce sens. Mais ce qui est possible n'est pas nécessairement opportun. Est-ce une bonne idée de vouloir soumettre la justice traditionnelle à des principes provenant du droit occidental ? La question est ouverte. Je vous remercie, Monsieur le Président.